Bienvenue à vous, chers auditeurs, dans ce 8e chapitre du périple de Charles de Foucault à travers le Maroc de la fin du XIXe siècle. Au printemps 1884, Charles de Foucault doit quitter Ticinte pour entamer son voyage de retour vers l'Algérie. Son objectif initial était de rejoindre le Dra par Sguir. Mais il y renonce pour deux raisons principales. La région est ravagée par une famine sévère qui rend la traversée quasi impossible. Et puis, il ne trouve personne pour l'escorter sur cette voie super dangereuse. Et décide donc d'emprunter une autre piste, celle de Tasnacht. Soucieux de varier ses observations scientifiques, de Foucault choisit délibérément un itinéraire différent de celui parcouru 5 mois plus tôt, lors de son voyage aller. Plutôt que de prendre le Tizi Egni, la route la plus orientale, il opte pour la voie la plus occidentale, le Tizin Haroun. Le 6 avril 1884, Foucault quitte Agadir Ticinte à minuit, escorté par le Hadj, ses frères et cousins. Il traverse la Faïja, suit l'Oued Aguinen, il emprunte ensuite un affluent, l'Oued Ikis. Là apparaît Temsoult, un grand village construit en pierre au milieu duquel s'élève la Zaouïa de Sidi Abdelrahman, une vaste structure surmontée d'un donjon. À mesure qu'il progresse vers le Dadès, Foucault observe le passage des plateaux désertiques très pauvres à une région mieux irriguée, plus peuplée, annonçant le canton populeux du Dadès. En approchant du Dadès, il signale qu'il pénètre dans le domaine des Aïtrata, l'un des deux grands groupes de la confédération de ce qu'il appelle les Brabr. Il commence à noter leur organisation sociale et leur réputation guerrière, préparant ainsi ses observations ethnographiques sur ces tribus imaziren de Haute-Vallée. Pour prendre ses notes sans éveiller les soupçons, il utilise un petit carnet de 5 cm² caché dans le creux de sa main gauche et un crayon de 2 cm, écrivant constamment pendant la marche, souvent à l'avant ou à l'arrière de ses compagnons de voyage, pour que le mouvement de ses mains passe inaperçu. On le laisse maintenant révéler par lui-même le produit de ses observations. 8. De Ticinte au Dadès. Premièrement, de Ticinte à Tasnacht. Après de nouveau mes vains efforts pour gagner le Dra en passant par Sguir, je me décidai à y aller par une autre voie, celle de Tasnacht. La route de Sguir, difficile en tout temps, était impraticable par suite de la famine qui sévissait dans la contrée. Je ne trouvai personne qui voulût se charger de m'y escorter. Obligé de passer par Tasnacht, où j'avais déjà fait un long séjour, je tins à prendre, pour y retourner, un chemin différent de celui que j'avais suivi 5 mois auparavant. Des 3 routes qui existent entre Ticinte et Tasnacht, j'avais prise à l'allée la plus orientale, celle du Tizi Agni. Je choisis cette fois la plus à l'ouest, celle du Tizin Haroun. 6 avril 1884. Départ d'Agadir, Ticinte, à minuit. Le Hadj, un de ses frères et un de ses cousins, m'escorte. Mardoké est avec moi. Je ne me séparerai plus de lui d'ici à l'Elamardia. Je traverse la Faïja en passant auprès des ruines d'Imazn, Ksar abandonné. Il ne me reste rien à dire sur cette plaine. Toujours même sable, même gommier. J'en sors en remontant l'Oued Aguinen depuis le point où il y débouche. Il a 100 mètres de large, lit de galets à sec. Le fond de la vallée est un sol pierreux semé de gommiers. De 400 mètres de large d'abord, il se rétrécit par degrés. En même temps, les flancs, talus de roches noires peu élevées au début, deviennent hauts et escarpés. De l'Oued Aguinen, je passe à un de ses affluents, l'Oued Ikis, appelé aussi Ignenen Ikis, que je remonte à son tour. Vallée identique, mais plus étroite. Au bout de quelque temps, le fond se remplit de cultures et de dattiers. Un filet d'eau apparaît. C'est Temsoult. Bientôt, j'arrive aux maisons. Je fais halte. Il est 7 heures du matin. Temsoult est un gros village construit en pierre à mes côtes du flanc gauche de l'Oued Ikis, à une assez grande hauteur au-dessus de son lit.
Au milieu se dresse la zaouïa de Sidi Abdelrahman, vaste bâtiment dominé par un donjon. C'est là que je suis descendu. Le marabout qui y réside est un homme puissant. Il a pour serviteurs religieux les districts et les tribus de la montagne à 30 ou 40 kilomètres à la ronde. Son influence s'étend jusque sur les Znaga. Ici, je me sépare de ceux qui m'ont amené d'Agadir, dit Sint. Sidi Abdelrahman me donne une escorte de 3 hommes qui me conduira chez les Znaga. Elle m'y remettra entre les mains d'un des grands personnages de la tribu, Abdullah Deyt Talb. Celui-ci, pour qui on me donne une lettre, m'accompagnera à son tour jusqu'à Taznart. Je fais mes adieux au Hajj Bourhim. Ce n'est pas sans émotion que je quitte cet homme qui a été si bon pour moi, avec qui je viens de vivre durant 3 mois, et que je ne reverrai peut-être jamais. Départ de Tamsoult à 10 heures. Je remonte d'abord la rive gauche de l'Oued Ikis, affluent de Koto. Chemin rocheux difficile. Le cours d'eau est à mes pieds. Le lit rempli de palmiers à 40 mètres de large. Il occupe tout le fond de la vallée et coule entre 2 parois de roche verticales de 10 mètres d'élévation. Au-dessus apparaissent quelques cultures en escalier semées de quantités de cellules en pierre destinées aux abeilles. Puis s'élèvent des flancs de roches jaunes, hauts, escarpés et nus. Au bout de 40 minutes, l'Oued sort de cette gorge et traverse une petite plaine déserte. Sol pierreux, genêt blanc et sboulat al-far. Cette dernière plante atteint 40 à 50 cm de hauteur. De là, la rivière entre dans la montagne où elle coule dans un ravin désert. Le fond en a 50 à 60 mètres de large, dont 15 occupés par le lit. Celui-ci est à sec et couvert de galets. Le reste est pierreux avec de rares genêts blancs. Flancs très élevés, très raides, de roches jaunes. Je chemine le long du cours d'eau jusqu'à 1 heure. À ce moment, on le voit se garnir de palmiers. Aksar apparaît sur sa rive droite. C'est Ikis, dernier point habité de son cours. Là, le chemin quitte les bords de l'Oued pour gravir le flanc gauche. Celui-ci est formé par un haut massif très escarpé connu sous le nom de Jbel Enissi. Il me faut 2 heures pour parvenir à son sommet. C'est un des passages les plus pénibles que j'ai rencontrés dans mon voyage. On ne peut marcher qu'à pied. Le chemin, long escalier, s'élève en serpentant entre des précipices immenses et des parois à pic. Le massif est tout roche, murailles de couleur tantôt jaune, tantôt rosée. Bien que le sol paraisse n'être que pierre, une foule de petites plantes, herbes et fleurs croissent au bord du chemin entre les fissures du roc. À 3 heures, je parviens à une crête. Devant moi s'étend un plateau étroit et pierreux avec de rares touffes d'alpha. Ce plateau que je parcours ne tarde pas à se changer en une côte inclinée vers le nord. Je descends et je me retrouve sur le bord de l'Oued Ikis. Il n'a que 20 mètres de large. Son lit, galets desséchés, occupe toute la largeur d'un ravin. Celui-ci a des flancs d'élévation moyenne, pierreux, raides, tapissés de halfa. Il coule ainsi durant quelque temps, puis les hauteurs s'abaissent, la vallée s'élargit, et tout à coup, on se trouve sur un plateau. Plus de montagnes, plus de rochers, une surface plane, à peine ondulée, et couverte d'épaisses touffes de halfa. Le terrain est mi-sable, mi-pierre. La rivière serpente entre des flancs en pente très douce d'une 30aine de mètres d'élévation. Ça et là, seuls accidents, des buttes rocheuses isolées, hautes de 50 ou 60 mètres, dressent leur tête noire au-dessus des ondulations vertes du sol. De temps à autre, on rencontre un campement de bergers Znaga. Ils viennent s'installer ici durant une partie de l'année, construisant des huttes de pierres sèches et faisant paître leurs troupeaux aux alentours. À 7 heures du soir, je m'arrête à une de ces stations pour y passer la nuit. Pendant la dernière portion de la route, l'Oued Ikis avait 20 mètres de large. Le lit, mi-sable, mi-galets, en était parsemé de flaques d'eau. Durant cette journée, aucun voyageur ne s'est rencontré sur mon chemin. 7 avril. Départ à 7 heures du matin.
Je chemine quelque temps sur le plateau où j'étais hier soir, puis, laissant et la plaine et le Halfa, je m'engage dans un ravin étroit, à flancs escarpés de roches noires et luisantes. Montée courte, mais raide. À 8 heures, j'atteins un col, Tizin Haroun. Là passe la ligne de fête du Petit Atlas. Je la franchis pour la 4e fois. Un chemin très difficile, au milieu d'énormes rochers, me conduit dans un profond ravin. Je le descends quelques instants, d'immenses murailles noires suspendues au-dessus de ma tête. Bientôt, j'en aperçois la bouche, où s'élève le riant village de Tegdisht. Plus loin, on distingue, s'étendant à perte de vue, la plaine d'Eznaga. À 9h30, j'arrive à Tegdisht. C'est la résidence de Abdullah Dayt Talib. Sa maison terremt aux tourelles de pisé découpées et couverts de meulures rappelle les gracieuses demeures des environs du Dra. J'y suis bien reçu par Abdullah. Il ne me cache pas que j'ai eu un rare bonheur d'arriver jusqu'à lui avec une si faible escorte et des gens inconnus. Si lui et ses fils m'avaient rencontré en route, ils m'eussent, dit-il, indubitablement pillé. Maintenant que je suis entré dans sa maison et que je lui ai remis une lettre de Sidi Abdurrahman, il ne voit en moi qu'un hôte recommandé par son ami. Je suis le bienvenu, et demain il me conduira en personne à destination. 8 avril. À 8 heures du matin, Abdullah monte à cheval. Nous partons. Me voici traversant pour la seconde fois cette belle plaine d'Eznaga. Rien à en dire de nouveau. Telle je l'ai vue dans sa portion orientale, telle je la retrouve ici. Même sol uni comme une glace, excellente terre dont une partie est cultivée, dont la totalité pourrait l'être. Le talus qui borde la plaine à l'ouest est pareil à celui qui le limite à l'est, muraille de roches noires et luisantes, perpendiculaire dans le haut, en pente adoucie et couverte de pierres vers le pied. Je passe auprès de plusieurs villages, Ersar. Le plus remarquable est Esdif, où la résidence du Shir est une forteresse entourée de plusieurs enceintes hérissées d'une foule de tours. Elle est en pisé, comme toutes les constructions des Znaga, et ornée avec élégance. Je rencontre aussi plusieurs zaouïas. Mon stat me conduit jusqu'au-delà des limites des Znaga. Là s'arrête son pouvoir. Sorti de sa tribu, sa protection cesse d'être efficace. Cependant, il ne m'abandonne pas. Il fait honneur jusqu'au bout à la lettre de son ami. Il m'amène à la Haine, va trouver Sidi Ahmed ou Abdurrahman, marabout à qui appartient l'Orsal, lui demande une escorte pour moi et ne quitte l'Aïn qu'après m'avoir vu partir pour Taznart, accompagné par l'esclave de confiance de Sidi Ahmed. De l'Aïn à Taznart, une seule chose à signaler, les régions pierreuses qui s'étendent au nord de l'oued Timjisht, et que j'ai trouvées nues il y a 5 mois, sont aujourd'hui couvertes de Spoulat al-Far. C'est pendant ce trajet que je fais la rencontre de l'Esdifi, raconté plus haut. À 4 heures, j'arrive à Taznart. Sauf l'Esdifi, je n'ai vu sur la route aucun voyageur. Les principaux cours d'eau traversés sont l'oued Tiwiwin, lit moitié sable, moitié gravier, de 20 mètres de large, à sec, berge de 50 cm de hauteur. L'oued Timshisht, 20 mètres de large, lit de sable, à sec. Deuxièmement, de Taznart au Mezguita. Pas d'obstacle qui ne se dresse pour m'empêcher de gagner le Dra. En arrivant à Taznart, j'apprends que la route du Mezguita est coupée. La guerre vient d'éclater sur son parcours entre le Qsar de Tesla et les Eit Hemmou, fraction des Ouled Yahya limitrophes du Mezguita. Ces derniers firent une razzia de 200 têtes de bétail sur les gens de Tesla qui, aussitôt appelèrent à leur secours leur allié, le Zénifi. Cheikh Abdelwahed tomba ces jours-ci sur les Eit Hemmou, leur tua 10 hommes et prit 150 animaux. Voici Taznart en guerre avec la tribu qu'on traverse pour aller au Dra. Aucun habitant ne peut me servir d'ostad sur ce chemin. C'est jouer de malheur, car d'ordinaire cette voie ne présente point de difficulté. Sous la protection des chirs de Taznart, on la prend avec sécurité. Des caravanes la sillonnent sans cesse. Avec les événements présents, je ne sais quand je pourrai partir.
Après 4 jours d'attente, je trouve un stade. C'est un homme dit Eit Hammou qui vient d'arriver. Il se charge de me conduire en Mzgita. Lui-même est ici en pays ennemi. Il n'a pu entrer qu'avec une Anaya et ne saurait passer par Tasla. Nous ferons un détour, nous prendrons par le désert jusqu'au territoire de sa tribu et traverserons de nuit la région la plus dangereuse. 13 avril. Départ à 1 heure de l'après-midi. Je gagne par le chemin connu la vallée de l'Oued Eit Tigdiouchen. Je la remonte jusqu'à peu de distance de Tislit. Là, je la laisse et me jette dans le massif rocheux qui en forme le flanc droit. Pendant 1 heure, je chemine en terrain montueux, succession de ravins à sec et de côtes pierreuses, sans autre végétation qu'un peu de Sboulat el-Far. Note de la rédaction. Sboulat el-Far peut désigner une plante qui ressemblerait au chien-dent. Fin de note. À 4h30, le pays change. Un vaste plateau étend ses ondulations légères, un tapis de Sboulat el-Far garnit les fonds. Les parties hautes sont des blocs de roches noires et luisantes émergeant çà et là de la terre verte. Je marche sur ce plateau pendant la fin de la journée. Il demeure le même, sol plat, pierreux, garni de verdure. À minuit, nous nous arrêtons. La zone dangereuse pour mon stade est passée. Nous pouvons sans inquiétude nous reposer jusqu'au matin. Le point où nous faisons halte est au pied d'une haute arête rocheuse, le Jbel Tifernin. J'ai rencontré beaucoup de monde dans la vallée de l'Oued Eit Tigdiouchen et dans la montagne. À dater de l'heure où j'ai quitté cette dernière, je n'ai aperçu personne. Dans les commencements, on distinguait un troupeau de loin en loin, puis on n'a plus rien vu. L'Oued Taznart avait aujourd'hui 6 mètres d'eau courante au point où je l'ai franchi. Sur le plateau, 3 rivières de quelque importance. La première a un lit de sable avec de nombreuses flaques d'eau. Elle coule au fond d'une tranchée de 300 mètres de large, en contrebas du sol environnant, séparé de lui par 2 parois de roche verticales, hautes de 10 mètres. La seconde a son cours au niveau du plateau. Le lit en est sablonneux, large de 15 mètres, avec 4 mètres d'eau. La troisième a un lit de 20 mètres, resserré entre 2 berges de pierre de 12 mètres. Elle a 4 mètres d'eau courante. 14 avril. Départ à 5 heures du matin. Je gravis le Jbel Tifernin, arête de roches nues isolée au milieu du plateau. C'est la ligne de fête du Petit Atlas. J'en atteins le sommet à 5h30, et je le passe à un col situé peu au-dessous du niveau général des crêtes, Tizi Tifernin. Aucune largeur au col. Je descends l'autre versant. La descente est difficile, comme l'avait été la montée. Le chemin serpente entre de grands rochers gris. Au bout de quelque temps, les pentes s'adoucissent et se couvrent de Halfa et de Sboulat el-Far. Elles me conduisent à une vallée bordée d'une petite chaîne rocheuse où apparaît un col. Je traverse la première et je gagne le col. Celui-ci, Tizin Omrad, se trouve au fond d'une brèche perçant jusqu'au pied la montagne. Il est presque au niveau du Talvek qu'on vient de franchir. Après l'avoir passé, je descends par un ravin étroit et rocheux vers le Qsar de Tissawant, qui se voit dans le bas au milieu d'une large vallée. Chemin difficile, serpentant à mi-côte. Les flancs du ravin sont de roches jaunes, très escarpées. Verdure et fleurs dans le fond. Le versant sud de la chaîne est beaucoup plus long que le versant nord. Il me faut 1 heure pour en atteindre le pied. En y parvenant, je me trouve dans la vallée de l'Oued Temtsift. Une côte en pente douce, à sol pierreux couvert de Sboulat el-Far m'amène au bord de la rivière où est bâti Tissawant. J'entre à 8h15 du matin dans le Qsar. Mon stade me conduit à sa maison. Tissawant est un petit Qsar appartenant au Eit Hammou, fraction importante des Ouled Yahya. Il est bâti suivant le modèle des constructions du Dra, en pisé, avec une foule de moulures et d'ornements couvrant ses murs, de tours et de tourelles dominant ses terrasses. Des plantations de dattiers produisant des bouffes-gousses, comme celle de Tesla, l'entourent de 2 côtés. Elles sont situées sur les rives de l'Oued Temtsift, qui coule à quelques pas de l'enceinte. La rivière est presque au niveau du pied des maisons. Le lit de galets, large de 60 mètres, bordé de berges de 50 cm de haut, est à sec.
Des puits et des canaux alimentent le Qsar. En ce moment, ce dernier est désert. Les habitants sont dispersés aux environs, vivant sous des huttes de roseaux et faisant paître leurs troupeaux. 15 avril. Départ à 9 heures du matin. Jusqu'à mon arrivée au Mesguita, je suivrai le cours de l'Oued Temtsift. La coupe de la vallée varie durant le trajet. Le fond est plus ou moins large. La rivière coule tantôt au pied du flanc droit, tantôt au pied du gauche. Mais les caractères essentiels se conservent. Le flanc gauche est beaucoup plus élevé que le droit. Il est de roche jaune. La pente générale ensemble de rapidité moyenne. On y voit de loin, çà et là, des bouquets de palmiers poussant au fond des ravins. Le flanc droit est formé de roches noires et luisantes. Il n'est pas très raide. De forme, de composition et de couleur, il rappelle Jbel Mhayjiba. Comme lui, elle est, dit-on, riche en minerais. Entre ces deux talus s'étend une vallée faite de deux côtes en pente douce, s'allongeant des pieds des flancs au bord de la rivière. Quelquefois, ils ne parviennent pas jusque-là, et un espace plat les sépare. Cette partie centrale, lorsqu'elle existe, est un ruban de verdure, herbages, broussailles, tamaris, jujubiers sauvages, au milieu desquels serpente l'oued. Les côtes, au contraire, sont pierreuses. Le sol s'y couvre de melbina, de spoulat-el-far et de girt. En approchant du Mesguita, on voit quelques gommiers. Je passe par deux lieux habités. Ils diffèrent d'importance. L'un, le village Iddaougned, se compose de quelques huttes de pierre sèches disposées sans ordre auprès d'une petite oasis. L'autre, Ourika, est un ssa situé sur la rive gauche de la rivière, dont le lit, mais le lit seul, se remplit en ce point de palmiers. Il y a une autre Ourika à peu de distance au nord de celle-ci. Je n'ai pu la voir, cachée qu'elle était par un pli de terrain. Ces deux localités portent le nom collectif d'Iuriken. Ils sont comptés du Mesguita. À Ourika, l'Oued Temtsift, qui possédait déjà un peu d'eau à Iddaougned, a outre plusieurs canaux 4 mètres d'eau courante dans son lit. D'Ourika, on aperçoit le Mesguita. Ce n'est encore qu'une ligne noire de dattiers, s'allongeant au pied d'une haute chaîne de montagnes, et barrant devant moi la vallée où je marche. D'ici là, le chemin est désert et la végétation diminue. Plus ni tamaris ni jujubiers sauvages, plus même de spoulat-el-far, des touffes de melbina seulement et de rares gommiers. Le sol cesse d'être pierreux et devient sablonneux et blanc. À 1 heure, j'arrive à l'Oued Dra. La vallée apparaît comme une bande verte serpentant entre deux chaînes de montagnes. À mes yeux s'étendent des palmiers innombrables, mêlés de 1000 arbres fruitiers. Entre les branches, on aperçoit de distance en distance un ruban d'argent, les eaux du fleuve. Une foule d'oxars, masses brunes ou roses hérissées de tourelles, s'échelonne à la lisière des plantations et sur les premières pentes des flancs. Ceux-ci sont, à gauche, les parois tourmentées et escarpées pleines de crevasses et de cavernes du Kissen, chaîne nue de roches roses de 200 à 300 mètres de haut. À droite, un talus de pierres noires et luisantes, aux crêtes uniformes, aux surfaces lisses, aux côtes raides. Il s'appelle Koudiet Ouled Yahya. Il a 150 à 200 mètres d'élévation. Entre ces deux murailles s'étend le fond de la vallée, surface de 1200 à 1800 mètres de large, couverte de sable fin et unie comme une glace. Au milieu coule l'Oued Dra, sur un lit de sable sans berge, presque au niveau du sol voisin, qui l'inonde dans ses crues. Le lit a une largeur moyenne de 150 mètres, dont 60 à 100 toujours remplis d'eau. Sur ses rives, le fond de la vallée est un jardin enchanteur. Figuier, Taqayout, note de l'auteur. Le Taqayout se trouve en abondance dans plusieurs oasis et surtout dans celles des bassins du Dra et du Ziz. C'est un arbre atteignant d'assez fortes dimensions, ayant par son feuillage et sa fleur beaucoup d'analogie avec le tamari. Le fruit en sert à la teinture des belles peaux qu'on prépare si bien dans le Sahara marocain. J'ai toujours entendu appeler l'arbre comme le fruit, taqayout. D'après des renseignements que m'a communiqué M. Pilar, ce serait un abus. Selon lui, le vrai nom de l'arbre est Abda, et en quelques points, Tellaya. Le fruit seul s'appellerait taqayout,
ou mieux, Tagaout. Fin de note. Figuier, Taqayout, grenadier cyprès. Ils confondent leur feuillage et répandent sur le sol une ombre épaisse. Au-dessus se balancent les hauts panaches des dattiers. Sous ce dôme, c'est un seul tapis de verdure. Pas une place nue. La terre n'est que culture, que semis. Elle est divisée avec un ordre minutieux en une infinité de parcelles. Elle est divisée avec un ordre minutieux en une infinité de parcelles, chacune close de murs de pisé. Une foule de canaux la sillonne, apportant l'eau et la fraîcheur. Partout éclate la fertilité de ce sol bienfaisant, partout se reconnaît la présence d'une race laborieuse, partout apparaissent les indices d'une population riche. À côté des céréales, des légumes poussant sous les palmiers et les arbres à fruits, se voient des tonnelles garnies de vignes, des pavillons en pisé, lieux de repos où l'on passe dans l'ombre et la fraîcheur les heures chaudes du jour. Telle est depuis le pied des parois de roche qui l'abordent toute la vallée du Dra, jardin merveilleux de 150 kilomètres de long. Une foule innombrable d'orsars s'échelonne sur les premières pentes des deux flancs. Peu sont dans la vallée, autant par économie d'un sol précieux que par crainte des inondations. Ils ont tous ce caractère d'élégance qui est particulière aux constructions du Dra. Point de mur qui ne soit couvert de meulures, de dessins et percé de créneaux blanchis. De hautes terremtes, des tours s'élèvent de toutes parts. Les maisons les plus pauvres même sont garnies de clochetons, d'arcades, de balustrades à jour. Un des principaux de Sersa, la capitale du Mesguita, Temnougelt, est mon but d'aujourd'hui. J'y arrive à 2h30 en cheminant à l'ombre des grands arbres. Avant d'y entrer, j'ai traversé l'Oued Dra. On ne peut le franchir partout, il faut prendre les gués. Celui où je l'ai passé présentait une nappe d'eau de 120 mètres de large avec 60 à 70 centimètres de profondeur. Le fond était de sable. Les eaux jaunes, fraîches et bonnes. Courant rapide. Temnougelt est un boursar, résidence de Abdelrahman Belhsen, cheikh héréditaire du Mesguita et capitale de ce district. Elle est, comme tout le Dra, peuplée exclusivement de Hratn. J'y séjournerai quelques jours avant de prendre ma course vers le Dadès. Le Mesguita se compose de la bordure de culture et d'orsar qui garnit les deux rives de l'Oued Dra dans la région où je me trouve. Il ne s'étend pas au-delà de la vallée propre du fleuve. C'est une bande longue, étroite, qui n'a jamais plus de 2 kilomètres de large. Il en est de même des autres districts du Dra, sans exception. L'Aïtzdrat, l'Aïtziri, le Tinzulin, le Ternata, le Fezouata, l'Ortawa, le Mhamid sont identiques. Tels d'entre eux ne se composent même que de la demi-vallée du fleuve. Ce sont, comme le Mesguita, des tronçons plus ou moins grands de cette longue ligne verte qui serpente dans le Sahara et qu'on appelle le pays de Dra. Celui-ci est donc une ligne. Le nom ne s'en applique qu'à la vallée propre de l'Oued Dra, c'est-à-dire aux 500 mètres de dattier qui, de Mesguita al-Mhamid, bordent chaque rive. Nulle part la bande ne s'étend davantage. Au-dessous de Tinzulin, les hautes montagnes qui la resserrent jusque-là s'écartent par degrés, et le Dra finit par couler en plaine. Mais le ruban de palmiers et de culture ne s'élargit pas. Il reste toujours ce qu'il est ici. Il y a loin de cette ligne au vaste territoire marqué sur nos anciennes cartes. J'observerai le même fait pour les autres oasis que je verrai. Le Todra, le Ferkla, le Réris, les divers districts d'Uziz ne sont pas différents. Ce sont des lignes. Troisièmement, du Mesguita au Dadès. 20 avril. Il y a 4 chemins principaux pour aller du Haut-Dra à l'Oued Dadès. Ce sont, premièrement, Trek Edili. Il part de Tinril, Qsar de Flendra, traverse l'Oued Aqal Medfa, se jetant dans l'Oued Dadès sur le territoire des Imran, puis l'Oued Tanzit, et aboutit au pays des Imran. 2 jours de chemin, sans cesse dans le désert. On passe la nuit au bord de l'Oued Aqqa. Deuxièmement, Trek Anfoug, appelé aussi Trek Tagzart. Il part d'entre Afra et Ten Emelloul,
franchit successivement les oued Aqqa al-Medfa, Tanzet al-Aqan Urlay et aboutit à volonté dans le Dédès, ou chez les Imran. 2 jours de chemin, dans le désert. On passe la nuit au Jbel Enfoug. Troisièmement, Triq Erin Oytoub, c'est celui que je prendrai. Quatrièmement, Triq Tilqit. Il part d'Aït Abdullah, Aït Sadrat, traverse le Khla Tilqit et débouche dans le Dédès à Aït Aqqa Ouali, Zaouiyat Sidi Idriss. 2 jours de marche, sans sortir du désert. On franchit l'oued Tegmout à Mérout et on passe la nuit sur ses bords. Ces chemins traversent tous 4 un vaste désert montagneux, la haute chaîne du Sghro. Cette chaîne n'est autre que le petit Atlas auquel on donne ce nom à l'est de l'oued Dra. Si le Sghro n'a pas d'habitants fixes, il a une population nomade assez nombreuse. Imran et Aït Sadrat y plantent leurs tentes et y font paître leurs troupeaux. D'ici au Dédès, ce sont les Aït Sadrat qui servent de Zottat. J'ai profité du grand nombre d'hommes de ces tribus qui viennent ici au marché du jeudi pour m'entendre avec l'un d'eux. Mon Zottat me prendra aujourd'hui, j'irai passer la nuit dans son Qsar et demain matin, nous partirons pour le Dédès. Départ de Temnougelt à midi. Je descends la vallée du Dra en suivant la ligne d'Eqsar, à la lisière des plantations. Le chemin passant sur les premières pentes des flancs est pierreux, parfois rocheux. Rien à ajouter à ce que j'ai dit de la vallée. Toujours même largeur et même aspect. À 3h30, je parviens à la résidence de mon Zottat, Terremt Ali Ait Lhsen. C'est le terme de mon trajet pour aujourd'hui. En route, j'ai traversé l'oued Dra. Lit de sable de 150 mètres. Les eaux ont 60 mètres de large avec 90 cm de profondeur. Courant rapide. 21 avril. Départ à 5 heures du matin. J'ai pour escorte mon Zottat et 2 autres fusils. On franchit d'abord le Dra, 60 mètres de large et 80 cm de profondeur. Puis on traverse sa vallée et on entre dans une plaine déserte. La haute chaîne du Kissen s'interrompt tout à coup, une plaine s'étend à sa place, au-delà des plantations qui bordent le fleuve. Le Kissen replante plus bas, longeant de nouveau l'oued comme il le fait dans le Mzgita. Il ne finit définitivement qu'à haute de Srait, dans le Tornata. Chemin faisant, on voit très bien la chaîne qui apparaît pendant quelque temps de profil. C'est une lame rocheuse isolée, s'élevant entre le Dra et une autre vallée, déserte et assez large, parallèle à la première. Elle a de l'analogie avec le Beni, mais est plus haute, plus large et de couleurs comme de structures différentes. La base en est un talus, doux d'abord, de plus en plus raide ensuite. Les parties moyennes et supérieures sont une succession de murailles presque verticales s'étageant par gradins. Vers le sommet se trouvent des cavernes, œuvre des chrétiens, au dire des habitants. On voit des restes de murs à leur bouche. Cette portion du Kissen est une arête droite, commençant à Haute d'Egds, finissant ici. D'où je suis, on voit l'oued Dra couler longtemps encore dans la direction qu'il a depuis Temnougelt. Tant qu'il la garde, le Kissen ne reparaît pas à sa gauche, où succèdent à la plaine des collines sans élévation. Puis on distingue un coude très prononcé que fait le fleuve, dans le Tinzouline, me dit-on. À partir de là, le Kissen renaît, on le voit de loin, dans une direction nouvelle, presque perpendiculaire à celle qu'il suivait ici, ayant même hauteur et même forme, et s'élevant immédiatement sur la rive gauche de l'Oued. La plaine où je chemine a un sol pierreux. Des gommiers, de nombreuses touffes de mulbina y poussent. Elle est bornée au nord par les premières pentes du Sarro. Je me dirige vers elles. À 7 heures, je suis à leurs pieds. De ce moment à celui où j'atteindrai l'Oued d'Eddes, je ne cesserai de marcher dans ce massif. Il se compose d'un haut plateau de 2000 mètres d'altitude moyenne auquel on parvient par une longue succession de côtes,
tantôt pierreuses, tantôt rocheuses, reliées entre elles par des talus escarpés. Il se compose d'un haut plateau de 2000 mètres d'altitude moyenne auquel on parvient par une longue succession de côtes, tantôt pierreuses, tantôt rocheuses, reliées entre elles par des talus escarpés. Le plateau supérieur présente une vaste surface unie et verdoyante. Le sol pierreux, sans une ondulation, y est couvert d'herbes fines. Là surtout campent les Eitsadrat et les Imran. J'y rencontrerai plusieurs groupes de tentes et des troupeaux de chameaux et de moutons. Les rampes qui y mènent forment une région très accidentée. Des ravins profonds, aux flancs rocheux et escarpés les coupent. Des vallées les sillonnent, des arêtes, des pics les hérissent de leur masse noire. Cette région tourmentée et difficile est d'ordinaire déserte. L'eau abonde dans le Sarlo. Je traverse au fond de plusieurs ravins des ruisseaux de 4 ou 5 mètres de large dont les eaux, claires et courantes, ne tarissent jamais. Point de rivière. La verdure ne fait pas défaut. Non seulement le plateau supérieur en est couvert, les côtes douces, le fond et les premières pentes des vallées sont en partie tapissées d'alpha, de mulbina, de spoulat al-far et d'autres herbages. Il existe des jujubiers sauvages. Au bord de l'eau apparaît le laurier rose. Il n'est pas jusqu'aux endroits les plus rocheux, flancs de ravins, surface de talus, où l'on ne trouve, poussant entre les fentes de la pierre, de petites herbes et des fleurs. Vers 1 heure, j'atteins le plateau qui couronne le Sarlo. À 3 heures, je fais halte auprès de quelques tentes d'Eitzadrat. De la vallée du Draa à ce point, je n'ai pas rencontré un seul être vivant. La route, facile à la fin, a été pénible au commencement. Il a fallu mettre pied à terre pour remonter l'oued Tangarfa, dont le lit encombré de blocs de roc forme un chemin difficile pour les animaux. À 2 autres endroits, la marche a été retardée. À Sha'bet Winstlit et au profond ravin qui se trouve entre elle et le gîte. 22 avril. Départ à 7 heures du matin. À 8 heures, je suis à une crête qui forme la limite du plateau supérieur du Sarlo et la ligne culminante de cette chaîne. En la passant, je franchis pour la dernière fois le faîte du Petit Atlas. De là apparaissent à mes yeux, au-delà d'une longue série de croupes brunes, la vallée de l'Oued d'Eddes et derrière elle, bordant l'horizon, la ligne bleue du Grand Atlas avec ses cimes couvertes de neige. Une descente très raide au milieu des rochers me ramène à la région des côtes, où je chemine passant de vallée en vallée jusqu'à 4h30. À ce moment, je me trouve au pied du Sarlo et au bord de l'Oued d'Eddes. La chaîne expire à 300 mètres de la rivière. À 100 pieds commencent les cultures qui remplissent le fond de la vallée. Elles forment une bande dont la largeur moyenne est de 1 kilomètre. Au milieu coule en serpentant l'Oued d'Eddes. Large de 30 mètres, il remplit le tiers d'un lit sablonneux et en partie couvert de roseaux. C'est un torrent, au courant très rapide, aux eaux jaunnes et glacées. Les champs qui le bordent ne rappellent en rien les merveilles du Draa. Ils présentent les cultures des pays hauts et froids. Plus un dattier, très peu d'arbres, point d'oliviers, à peine quelques rares figuiers, noyers et trembles aux alentours d'Ersal. Le reste n'est que champs d'orge et de blé, tapis monotone d'un vert cru, sans ombre ni gaieté. Cette végétation paraît triste qui vient du sud. Les flancs sombres du Sarlo la bornent à gauche. À droite règne le long de la vallée une vaste plaine blanche, peu élevée au-dessus de son niveau, et séparée d'elle par un talus doux. Cette plaine a au moins 8 kilomètres de large et est limitée au nord par les premières pentes du Grand Atlas, derrière lesquelles apparaissent les masses neigeuses qui couronnent la chaîne. Les cultures sont bordées de chaque côté par un cordon de ksar. Les ksar de l'Oued d'Eddes ont un aspect particulier et ne ressemblent ni à ceux que j'ai vus, ni à ceux que je verrai. Pour le détail des constructions, ils sont pareils à ceux du Draa et de l'Oued Iounil. Même élégance, même pisé et couvert d'ornements, mais au lieu de former un massif compact de maisons d'où émergent les tourelles des Tramt, ils sont composés chacun de plusieurs petits groupes d'habitations, séparés les uns des autres et échelonnés le long des cultures.
Ils en comprennent jusqu'à 8 ou 10, les uns ouverts, la plupart fortifiés, tous ayant au moins une terremt. Ces groupes se trouvant à 100, 200, 300 mètres les uns des autres. On voit quelle longueur occupe un ksar. Il résulte de là que les localités, d'autre part très nombreuses, sont fort rapprochées. La distance n'est la plupart du temps pas plus grande entre les groupes limitrophes de centres différents qu'entre deux groupes du même. Il est très difficile de discerner où commence et où finit chacun, dans ce cordon non interrompu de maisons et de terremt qui garnit les deux rives de l'Oued. Les demeures sont comme dans le Draa et comme presque partout sur la lisière et non au milieu des cultures. Ici aussi, les inondations sont à craindre. Il n'est pas rare de voir les eaux de la rivière couvrir tout le fond de la vallée et venir battre les murailles d'Ersal. Ceux-ci ne sont pas les seules constructions de l'Oued d'Eddes. Je vois apparaître en grand nombre des bâtiments curieux dont j'avais remarqué quelques types chez les Eitzedrat du Draa. Ce sont les Agdim. Note de l'auteur. Au pluriel, on dit Igdmen. Fin de note. L'usage en paraît spécial à l'oued d'Eddes, du Toudra au Furkla et à certains districts du Draa. Du moins, je les ai vus qu'en ces endroits. Dans les deux premières régions, ils sont nombreux. On en rencontre à chaque pas. Dans les deux autres, ils sont moins fréquents. Ici, sur les limites d'Ersar, au bord de l'Oued, au milieu des cultures, les Agdim se dressent en foule. Ce sont des tours isolées, de 10 à 12 mètres de hauteur, en briques séchées au soleil de forme carrée, percées de créneaux et garnies de machicoulis. Ils sont surtout nombreuses sur les lignes formant frontière entre les localités, et s'y dressent d'ordinaire par deux, se faisant face, une de chaque côté. Dès qu'éclate une guerre entre Ksar, ce qui arrive presque tous les jours, le lendemain de mon passage, une s'est allumée et a coûté la vie à plusieurs personnes. Chaque partie emplit ses tours d'hommes armés avec mission de protéger cultures et canaux et de tirer sur tous les individus du camp opposé qui passent à portée. La fusillade commence aussitôt de tour à tour. Fusillade vive par moments, surtout quand une troupe paraît dans la vallée pour essayer de ravager les champs de ses adversaires. Des questions de conduite d'eau donnent naissance à la plupart de ces guerres. Elles durent parfois longtemps, mais ne sont acharnées que les premiers jours. Dans cette période, il est rare qu'il y ait du sang versé. Ensuite, ils traînent en longueur et les hostilités se bornent à envoyer quelques coups de fusil dans leur salle ennemie, chaque fois qu'apparaît du monde sur une terrasse, dans les jardins, quand quelqu'un approche de la frontière. Je m'arrête au point où je suis sorti du Sarrou, dans leur salle de Timisha, au pied duquel débouche le chemin. Il fait partie du district d'Eit Yahya, appartenant au Eitzedrat. Ce district, comme tous ceux de l'Oued Draa et de l'Oued d'Eddes, se compose exclusivement de l'étroite bande de culture et de Ksar qui bordent les rives du cours d'eau. Nulle part, excepté sur le plateau supérieur du Sarrou et aux approches de l'Oued d'Eddes, je n'ai rencontré de monde pendant cette journée. Il s'est présenté 3 passages difficiles sur la route. La descente, après la ligne de fête du Sarrou, le ravin de l'Oued Aqqan Urley et celui qui le suit. 23 avril. Départ à 7 heures du matin. Je remonte l'Oued d'Eddes. Sauf un court défilé désert qui traverse entre le district d'Eit Yahya et celui du Deddes, il demeure sur mon parcours tel que je l'ai vu hier. Même culture semée d'Agdim, même cordon non interrompu de Ksar et de maisons. Si ce n'est pendant son passage dans Surnig, on ne saurait trouver sur l'une ou l'autre de ces rives 200 mètres sans construction. Rien de nouveau à signaler. Les flancs comme le fond de la vallée restent les mêmes jusqu'à mon arrivée à Tilit, où je m'arrête. Chemin facile, beaucoup de monde. J'ai traversé l'Oued d'Eddes. Il n'est pas franchissable en tout point, mais seulement en certains endroits où il présente des gués. À celui où je l'ai passé, il avait 20 mètres de large sur 80 à 90 cm de profondeur. Courant très rapide. D'Ersar que j'ai rencontré, 2 ont attiré mon attention. Celui d'Ayet Bouamran, entre Azdeg
et Taoulirt, où se voit une belle rouba, et celui d'Imzour, remarquable par l'étendue des 5 ou 6 groupes qui le forment et par l'importance de sa population. Au Mesguita, dans le district d'Aït Sdrat, dans celui d'Aït Yahya, les vêtements des musulmans sont les suivants. Khanif, bornos de poils de chèvre brun ou gris, ces derniers rayés de fines bandes blanches et noires. Haïks blancs et bruns, tête nue ou ceinte, mais non couverte, de petits turbans blancs ou noirs. Les femmes riches sont vêtues de khant, les pauvres de laine blanche ou brune. Dans le Dédès, les costumes des femmes restent les mêmes. Ceux des hommes sont soit le khnif, soit un long burnous de laine teinte, noir ou bleu foncé. Depuis Tasnart, les armes demeurent uniformes. Longs fusils à crosse étroite et poignards recourbés. L'équipement offre une variation. À partir du district d'Aït-Sdrat, Dra, la corne à poudre disparaît et se remplace par une petite gibecière de maroquin rouge couverte de broderie de soie. Elle se suspend au côté gauche par une bretelle de cuir. Cet objet gracieux est d'un usage universel dans la région que je traverse, depuis les Aït Sdrat du Dra jusqu'à Qsab al-Shurfa. Il y avait aujourd'hui marché à Imzour, près de Teilit. J'en ai profité pour faire chercher parmi les Aït Sdrat qui s'y trouvaient un ztat sûr qui me mena au Toudra. On en a choisi un. L'arrangement a été conclu avec lui. Elle a été faite en forme devant le taleb présent au marché. Celui-ci adressait un acte en partie double, constatant que le Sadrati, un tel, s'engageait, moyennant une somme de 15 francs payable à l'arrivée, à me conduire au Toudra. Il serait responsable de tout dommage qui me serait fait durant le trajet, et au cas où je ne parviendrais pas à destination, devrait à la communauté juive de Teilit une indemnité de 5 000 francs. Ces formalités sont employées dans diverses régions du Sahara, surtout chez les Braber et les Aït Sdrat. Dans ces deux tribus, il est rare qu'un Israélite se mette en route sans s'être, par un acte de ce genre, mis en sûreté contre son ztat. Cela ne se fait pas entre musulmans. Cette différence vient de ce que partout un homme serait déshonoré s'il avait violé l'engagement pris avec un autre mahométan et profité de sa confiance pour l'assassiner. Au contraire, dans certaines tribus, comme celle où je suis, qu'un musulman promette à un juif de l'escorter et de le protéger et que, chemin faisant, il le pille et le tue, ce sera regardé comme une peccadille ou comme un bon tour. Aussi, prend-on des précautions spéciales. 24 avril. Départ à 9 heures du matin. Je me mets en route avec mon ztat pour gagner le Ksar qu'il habite. J'y passerai la nuit. Et demain matin, on partira pour le Toudra. Je remonte l'Oued Dédès, dont les bords demeurent ce que je les ai vus. Même culture, même cordon continu d'Oksar. La largeur de la vallée, qui jusqu'ici n'avait pas varié d'une manière sensible, diminue peu à peu. Elle avait 1000 mètres à Teilit. Elle en a 600 à Khmis Sidi Bouyahia, 300 à Aït Iddir. À mesure qu'on avance, les arbres, noyers et figuiers augmentent. Les flancs subissent à Teilit une brusque transformation. Jusque-là, c'était le Sarlo à gauche, une plaine à droite. Aujourd'hui, ce seront, durant toute la marche, à droite des côtes assez hautes, à gauche, une plaine dépassant à peine le niveau de la vallée, la plaine d'Enbet. À 1 heure, j'arrive à Aït Iddir, Ksar du Haut-Dédès, résidence de mon ztat. Je traverse là l'Oued Dédès. Elle coule en 2 bras, l'un de 12 mètres, l'autre de 20 mètres, d'une profondeur égale d'environ 60 cm. Courant très rapide. Lu pour vous par Mohammed El-Kachtoul. En clôturant ce chapitre, Foucault quitte la vallée du Dédès pour traverser l'immense plaine pré-saharienne qu'il découpe en 2 sections avant de rejoindre Ksar Souq, Rachidia actuelle. Le prochain épisode nous mènera également de là Qsab al-Shurfa, à travers Palmerez et Qsour jusqu'au poste du Merzen gardé par un caïd et ses canons, porte stratégique vers la Melouia et la frontière algérienne. Veuillez vous abonner à la chaîne Maghriberia sur YouTube pour être au rendez-vous avec cette aventure qu'est Reconnaissance au Maroc.